Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux d'être ici aujourd'hui. J'ai essayé vraiment de rentrer la présentation en 30 minutes. Je me suis chronométré un peu avant. Je devrais arriver autour de 30 minutes. Et je remercie bien sûr beaucoup Paul-Étienne, avec qui j'ai été en contact pour l'organisation de l'événement aujourd'hui, et aussi Brian Young, si j'ai bien compris, qui a encouragé Paul-Étienne à nous inviter à cette rencontre. J'ai vraiment hâte d'entendre vos questions, vos commentaires, vos suggestions que vous pouvez avoir par rapport à cette présentation. Je dis notre présentation, même si je suis seul devant vous. Pour des raisons personnelles, Mme Lefebvre ne peut être avec nous aujourd'hui et elle s'en excuse. Elle aurait beaucoup aimé entendre vos commentaires et j'aurais beaucoup aimé vous voir entendre ces commentaires et d'en discuter avec vous. Je présume que le nom de Brewer, né en 1889, mort en 1947, ne vous est pas trop familier. Aujourd'hui, ne vise pas tant à la faire connaître qu'à expliquer pourquoi et comment on a cherché à la connaître davantage. Il suffit pour bien apprécier ce qui suit que vous ayez lu le 4e de couverture du livre, ce que je me permets de faire maintenant. Donc, on imagine parfois le mode des arts chez les anglophones de Montréal au début du 20e siècle comme un avant-poste colonial où les nouveaux riches cherchent à s'imposer culturellement en mettant de l'avant les traditions culturelles britanniques. Or, les archives de George Mackenzie Brewer, organiste et pianiste, producteur de théâtre et conférencier respecté, témoignent d'une toute autre réalité. Les milliers de pages où sont consignées ces réflexions dévoilent une effervescence insoupçonnée de la vie culturelle dans les organisations communautaires. Ces archives révèlent un esprit vif en dialogue avec le discours et les avancées technologiques de son temps. En filigrane de ce monde anglophone, Brewer circule également dans le milieu musical francophone. Un monde distinct, certes, mais dont les frontières se révèlent plus poreuses et les échanges plus riches que ce que nous en avait révélé l'histoire jusqu'à présent. Donc, en dépit de l'absence de Marie-Thérèse Lefebvre aujourd'hui, la présentation que je fais est le fruit d'un travail commun. Elle est divisée en 3 parties. La partie, rédigée par Marie-Thérèse, explique son intérêt pour Brewer, les origines du projet dans son ensemble et les grandes lignes de son fonctionnement. La deuxième partie explique plus spécifiquement mes propres intérêts pour l'étude du milieu culturel anglophone et les perspectives dans lesquelles j'ai abordé cette recherche. Et enfin, je termine en donnant un exemple concret sur le rapport entre Brewer et le Pen and Pencil Club, qui sert d'exemple méthodologique pour illustrer ma démarche. Je lis donc cette première partie, rédigée par Marie-Thérèse, à la première personne. Donc, il y a des titres, des sections, donc je le lis. Donc, origine du projet. Je connaissais le nom de Brewer depuis plusieurs années. Dès 1918, il apparaît dans le Nigog, puis à de nombreuses activités musicales dans les accompagnateurs d'ensembles de musique de chambre, le Quatuor du Bois, par exemple, mais sans aucune mention de nature biographique. Je le vois beaucoup moins dans les années 1930, car il a bifurqué vers le théâtre. Quant à la notice dans l'Encyclopédie de la musique au Canada, elle est très brève. À la fin des années 1990, j'entame des recherches, c'est toujours Marie-Thérèse là qui parle, en vue d'écrire une biographie de Rodolphe Mathieu. Ici encore, on voit le nom de Brewer relié aux activités du compositeur. J'apprends par mon collègue Marc-André Roberge, musicologue à l'Université Laval, spécialiste d'un compositeur fort original, Kaikosoro Shapurji Sorabji, né en 1892, mort en 1988,
Ce compositeur est donc né d'un père hindou et d'une mère anglaise et qui vit toute sa vie en Angleterre. Et que Brewer rencontre ce dernier et a une correspondance avec lui. Pour en savoir plus, je consulte le fonds Brewer, situé au même endroit que celui de Mathieu, à Ottawa. Je découvre alors l'envergure du personnage. Mais sans aller plus avant, je sais ne pas avoir suffisamment de connaissances sur le milieu anglophone et protestant montréalais. Corriger une vision tronquée de l'histoire musicale montréalaise. Vers 2003-2004, j'ai joint l'un des axes de recherche, le Centre de recherche interuniversitaire sur l'histoire, sur la littérature et la culture québécoise, soit l'équipe du PHVC. On a beaucoup d'acronymes en recherche universitaire. Donc, l'équipe du PHVC, Penser l'histoire de la vie culturelle. Micheline Cambron, Denis Saint-Jacques et Lucie Robert. Je fais une petite parenthèse, Lorne Houston, ici. Le PHVC, j'ai découvert une équipe extrêmement intéressante composée de professeurs et d'étudiants provenant de diverses disciplines, littérature, cinéma, musique, musique religieuse, jazz, la chanson populaire, ainsi que l'histoire de l'art et plusieurs sous-disciplines d'histoire de l'art. On y trouvait une grande diversité disciplinaire, mais pas de chercheurs en provenance des sciences sociales. Les membres du groupe s'étaient néanmoins donné un cadre historique à leur projet, en axant leur projet de recherche sur une même période historique, d'abord autour de 1900, puis un peu plus tard, ils ont choisi la période entre deux guerres. C'est à ce moment-là que moi, je me suis intégré au groupe. Par ailleurs, les projets de recherche portaient principalement sur le contexte montréalais. L'un des premiers objectifs du groupe était, un peu comme j'imagine le vôtre, de partager leurs réflexions sur les questions méthodologiques et historiographiques de leur recherche. Donc, je reviens maintenant à la voix de Marie-Thérèse. Le territoire exploré par le PHVC était presque uniquement l'univers culturel francophone. J'étais cependant consciente d'offrir une vision tronquée de cette histoire, particulièrement, mais non seulement, en musique, car il existait très peu d'études sur le milieu anglophone protestant, milieu dans lequel avait vécu Brewer. Vers 2010, Lorne s'est joint à l'équipe du PHVC. Je lui ai parlé du fonds Brewer en souhaitant qu'il s'y intéresse et qu'il consent à l'explorer avec moi. Non seulement a-t-il accepté avec joie, il s'est empressé de consulter le fonds à Ottawa et en a numérisé plus de 5000 images. Quel bonheur alors que de pouvoir amorcer cette biographie. Nous formons un couple idéal. Moi, francophone de culture catholique, musicologue et historienne. Lui, anglophone de culture protestante, sociologue et historien. Dès le départ et tout au long du processus de recherche et de rédaction de ce livre, respect l'un pour l'autre. Distribution de la recherche. La recherche était compliquée par le fait que Brewer n'a écrit qu'un seul article dans le Nigog et il n'y avait que très peu d'informations dans les journaux, sinon la mention de son nom lors de concerts. On connaissait très peu à ce moment-là ses activités reliées à la troupe de théâtre Everyman Players, parce que toute l'information se trouvait dans le fonds d'archives, correspondances, textes de ses nombreuses conférences, programmes de concerts, etc., auxquels il faut ajouter les archives de l'Église unitarienne, environ 600 pages de documents qui nous ont été rendus pleinement accessibles avec la permission responsable de l'Église. Nous avons dressé des inventaires, chronologies, liste des églises protestantes où il a donné ses récitals. Nous en avons fait la cartographie et nous avons exploité bien d'autres outils de recherche. À partir de ces éléments, j'ai commencé à intégrer ces informations au contexte de la vie musicale et culturelle montréalaise francophone, alors que Lorne faisait de même avec le milieu anglophone. Le défi d'écrire à deux mains. Nous avons convenu d'écrire cette biographie en français d'abord, espérant un jour pouvoir la publier en anglais. L'une des raisons peut-être de ce choix étant que j'avais déjà publié quelques volumes et que j'entrevoyais déjà la possibilité
de soumettre le manuscrit aux éditions Septentrion, chez qui j'avais déjà publié quelques livres. Le sujet me semblait tout à fait dans leur corde. Mais il est évident que ce choix linguistique a été très exigeant pour Lorne, qui, tout en étant parfaitement bilingue, proposait parfois des structures de phrases qui méritaient d'être peaufinées pour unifier l'écriture. Après avoir établi un plan, une table de matière, et réparti les chapitres ou sections de chapitres, nous avons décidé, dans la première version, de ne pas s'auto-censurer, de ne pas tenir compte de la longueur de nos textes, et nous ne sommes pas imposés de délai dans le temps. Après en avoir fait un premier tour de la matière, j'ai pris, avec l'accord de Lorne, la responsabilité du document maître afin d'unifier le style littéraire tout en respectant les préoccupations et les sensibilités propres de chacun. Conclusion de Marie-Thérèse, ce fut une expérience humaine et intellectuelle très enrichissante, mais également très exigeante et qui a demandé de mettre beaucoup d'eau dans son vin, surtout lorsqu'il s'agissait de prendre la décision de réduire certaines sections. Plusieurs lecteurs ont souhaité une traduction en anglais. Lorne en a déjà traduit plusieurs pages. Dans une telle éventualité, les rôles seraient alors inversés et il deviendrait l'œuvre de la version anglaise. En septembre 2020, nous avons soumis la version française publiée au directeur des éditions McGill-Queens, lui demandant s'il y voyait un intérêt pour cette maison d'édition d'en publier une version anglaise, tout en l'informant qu'une grande partie était déjà traduite. Après avoir envoyé un premier accusé de réception, la direction n'a répondu à aucun de nos courriels par la suite. C'est le silence total depuis plus d'1 an. Nous ne comprenons tout simplement pas une telle attitude désinvolte de la part d'une maison d'édition reconnue. Je la parole donc pour la deuxième section. Permettez-moi maintenant de vous expliquer pourquoi j'ai été si intéressé par ce fonds Brewer dont Marie-Thérèse m'a parlé. En fait, il y avait 2 facteurs qui m'enthousiasmaient. La qualité du fonds et surtout la possibilité de travailler avec Marie-Thérèse, une chercheure chevronnée et si jeune d'esprit, qui pouvait m'aider à renouer avec la recherche historique que j'avais été obligé de délaisser presque complètement depuis la fin de mes études de doctorat en 1990. Avait été d'abord en sociologie, ensuite en histoire. J'avais fait mon doctorat sur la structure du pouvoir dans la vie artistique et l'évolution des expositions d'art à Paris entre 1864 et 1914. L'occasion qui m'était offerte en 2010 de collaborer avec l'équipe du PHVC était une façon pour moi de renouer avec la recherche, mais cette fois à partir d'une réalité qui m'était plus proche et dont les archives m'étaient davantage accessibles. Du côté des membres de l'équipe du PHVC, je pense qu'il y voyait en moi un guide ou un interprète, comme Marie-Thérèse l'a exprimé, qui pouvait les aider à faire sens des choses primaires et qu'ils découvraient sur la vie culturelle anglophone. Car on ne pouvait faire autrement que de constater ensemble l'absence d'une réflexion historique sur la vie culturelle anglophone à l'échelle montréalaise. Cette histoire est souvent intégrée à une histoire canadienne, sans beaucoup de réflexion sur sa spécificité montréalaise, ou alors elle est passée sous silence lorsqu'on parle du Québec francophone. Contrairement aux autres membres de l'équipe du groupe PHVC, donc, mon intérêt pour le milieu culturel anglophone n'était pas motivé d'abord par le souci de comparaison avec le milieu francophone. Avant même de pouvoir établir des points de comparaison, je ressentais intuitivement qu'il me fallait comprendre l'hétérogénéité interne. Comment se structure-t-il ce milieu? Quels en sont les principes hiérarchiques? Comment les rapports sociaux s'expriment-ils à travers les discours et les pratiques des différents acteurs de ce milieu? Certes, il est toujours utile lorsqu'on essaie de milieu donné de faire des analyses comparatives. La comparaison, donc, est utile avec le milieu francophone, mais elle est tout aussi importante avec l'Ontario et je dirais aussi avec les villes du nord-est américain. Voilà donc l'esprit avec lequel j'ai abordé les archives de Brewer et pour mieux illustrer ce que cela impliquait sur le plan méthodologique,
j'ai cru utile d'illustrer ma démarche avec un exemple concret. Donc, troisième partie, question de méthode à partir d'une analyse du rapport entre Brewer et le Pen and Pencil Club. Un fait intéressant. Je commencerai cet exposé avec un fait banal. Nous constations que le seul texte que Brewer ait publié au cours de sa carrière apparut dans la revue Nigog, une petite revue éphémère qui a publié 12 numéros au cours de la seule année 1918, avant de disparaître. Marie-Thérèse l'a évoqué dans sa présentation, nous a tout de suite paru intéressant, porteur d'une information significative, parce que le Nigog était dirigé par une équipe canadienne-française et la vaste majorité des textes étaient rédigés en français, au point que l'on oublie de mentionner souvent aujourd'hui l'existence de 5 ou 6 textes publiés en anglais parmi une centaine de textes au total qui ont paru dans la revue. Il ne s'agit pas seulement d'une revue canadienne-française, mais l'un des rares exemples d'une revue axée sur les débats culturels européens contemporains, principalement français. On cite volontiers l'exemple de Nigog comme un exemple du courant exotique, qui était culturel avec à cette époque une sensibilité qui se démarquait du courant régionaliste et de la littérature du terroir. Donc, le fait que l'on soupçonne d'être porteur d'informations significatives. Plusieurs questions surgissent immédiatement à l'esprit. Comment se fait-il que Brewer publie dans cette revue-là? Il écrit. Quelle place occupe-t-il, etc. Pour faire court, je vais simplement dire que c'est l'appartenance de Brewer au Pen and Pencil Club qui explique en grande partie la présence de son texte dans la revue Nigog. Tous les autres anglophones appartenaient également au Pen and Pencil Club. Cette collaboration entre les deux groupes s'explique probablement en grande partie par l'affinité qui existait entre Fernand Préfontaine et Ramsay Tracker, deux architectes qui se connaissaient et qui s'estimaient beaucoup. Chacun jouait un rôle dynamique au sein de leur association respective. Entre le Nigog et le Pen and Pencil Club mérite d'être étudié davantage, mais ce qui nous intéresse encore plus aujourd'hui, c'est à partir du moment où on constate que le Pen and Pencil Club sert de tremplin pour faire connaître Brewer à un public élargi, c'est la nature du rapport entre Brewer et le Pen and Pencil Club. Dans quelle mesure est-ce un fait significatif qui va nous permettre de dire quelque chose d'intéressant sur Brewer et le milieu culturel anglophone? Les pistes à suivre. Pour bien évaluer cet intérêt, je dirais qu'il faut suivre 2 pistes concurremment et les mettre continuellement en rapport l'une avec l'autre. Première piste, quel est le rapport entre Brewer et le Pen and Pencil Club? Et deuxièmement, qu'est-ce que c'est le Pen and Pencil Club? Le Pen and Pencil Club s'avère intéressant. Disons, ça, autrement dit, il faut avoir un rapport dialectique entre ces 2 explorations. Plus le rapport de Brewer avec le Pen and Pencil Club est fort, plus ça nous intéresse de connaître ce que c'est le Pen and Pencil Club. Et plus le Pen and Pencil Club s'avère intéressant, plus ça nous intéresse de connaître le rapport qu'avait Brewer avec cette association. Donc, on va suivre d'abord la première piste, le rapport de Brewer avec le Pen and Pencil Club. Dans le contexte d'un projet centré sur la participation de Brewer à la vie culturelle montréalaise, la question de sa participation est décisive de l'analyse. Si on constate que ce n'était pas un rapport important, l'analyse s'interrompt là. Alors, on va évaluer l'importance. Puis là, je donne rapidement quelques exemples avec des réponses très courtes. La durée de participation. Et là, on voit qu'il y adhère en janvier 1918 et il y reste de manière continue jusqu'au mois de mai 1946. Il assiste à la dernière assemblée annuelle en 1946, l'année avant sa mort. Au début, la première période, on peut dire, de 1918 à 1933, il y participe à 12 réunions par année, en moyenne, là, on peut dire.
alors qu'il y en a une vingtaine. Donc, il est là pour plus que la moitié des réunions. Ils se réunissent à toutes les 2 semaines. C'est incroyable, le Pen and Pencil Club, quand on y pense, à toutes les 2 semaines pendant l'année académique, si on veut, là, de octobre. C'était des belles années, les années académiques qui commencent au mois d'octobre et qui vont jusqu'au mois d'avril. Donc, il est moins présent après 1933, mais il est toujours présent. Il n'y a pas une année où il n'est pas présent. Et même, il est encore président en 1940-41. On est président pour 1 an à tour de rôle dans cette association-là. Le contenu de ces, on va essayer, troisième indice, c'est quoi les contenus de ces interventions? Est-ce que c'est quelque chose qui est central? Et on voit qu'il joue de la musique à ces rencontres et il discute les morceaux avec les membres qui sont là. On voit le type de musique qu'il joue. Au début, très moderniste. La plupart des noms probablement ne sont pas familiers aujourd'hui, mais Ornstein, Scriabin, McDowell, Cyril Scott, mais il y a aussi Ravel, Debussy, René Baton. Puis, à partir de 1925, son répertoire porte de plus en plus sur les musiques nationales. Donc, musique scandinave, musique russe et aussi des arrangements folkloriques, musique canadienne-française, anglaise, hongroise, tchèque, etc. Et quel est le rôle qu'il joue donc, quatrième petite piste là, qu'on peut explorer là, de l'intérêt de Brewer pour le Pen and Pencil Club? On voit qu'il teste ses idées, il teste même ses interprétations, il demande des réactions de la part des membres à des morceaux qu'il joue. Et il va, donc, par exemple, son article qui paraît dans la Nigog, il le discute, il le présente aux membres du Pen and Pencil Club avant de le publier. Et la même chose pour un certain nombre de conférences qu'il va donner, conférences qui sont souvent où il joue de la musique et commente la musique. Il joue des petits extraits de musique et ensuite le commente pour illustrer un certain nombre d'idées. Et souvent, ces choses-là. On voit aussi qu'il amène au Pen and Pencil Club et on voit qu'il amène d'autres musiciens, alors que les musiciens étaient à peu près absents au Pen and Pencil Club à ce moment-là. Et on voit aussi qu'il amène un certain nombre de profs de McGill donc j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, je vois que Brewer s'intéressait beaucoup au Pen and Pencil Club et cet organisme jouait un rôle important dans sa vie. Maintenant, la deuxième piste, c'est-à-dire dans quelle mesure le Pen and Pencil Club est-il intéressant? On regarde, encore là, je donne quelques petites pistes là, pour évaluer les études préalables. Qu'est-ce qui a été écrit? Quelle sorte de recherche qu'il y a sur le Pen and Pencil Club? On voit 2 études, une qui n'est pas publiée, mais qui est très intéressante, qui est dans les archives du musée McCord, où on retrouve également les procès-verbaux de toutes les réunions du Pen and Pencil Club. Et donc, il y en a une, je ne mentionnerai pas là, en détail là, les études, mais simplement pour dire que les 2 études portent sur la première période du Pen and Pencil Club, c'est-à-dire de ses origines en 1890 jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et après, plus rien. Donc, au moment où Brewer arrive au Pen and Pencil Club, il y a le silence complet sur le Pen and Pencil Club. On peut regarder aussi quel est l'intérêt de leur rencontre. Donc là, j'ai épluché les archives des réunions du Pen and Pencil Club. On voit que les membres présentent leurs œuvres. Donc, c'est Brewer qui fait ça, mais les autres le font aussi et cherchent un peu la discussion. C'est pas toujours très sérieux, je l'avoue, mais c'est intéressant de voir un peu comment on fait ça. Il y a des débats aussi, débats sur la question de la participation des femmes et débats aussi sur le renouvellement des membres. Qui part, qui est-ce qu'on va chercher à remplacer? On est invité à faire partie du Pen and Pencil Club. Et la troisième chose qu'on peut regarder, c'est
rayonnement. Et là, on peut dire, il y a une revue associée au Pen and Pencil Club. Et on peut dire de manière générale que le rayonnement individuel des membres de la deuxième période, donc après la guerre, est moindre que ce qu'il avait été dans cette première période. Et le problème, c'est qu'ils sont membres du Arts Club. Si on essaie de trouver un autre dénominateur commun là, en termes de rayonnement, on peut voir que la plupart sont membres du Arts Club. Alors, il nous reste surtout à essayer de comprendre qui y participe. C'est une question assez complexe je vais expliquer un peu comment j'ai abordé cette question. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit qui participe à ça? Et il faut que j'ai regardé un certain nombre de choses. D'abord, la question que j'ai évoquée tout à l'heure, la reconnaissance sociale de ses membres. Il faut dire que même dans la première période, l'élite culturelle anglophone n'y a pas participé. C'est-à-dire, quand on parle de l'élite, on parle des membres cultivés de l'élite économique, si on veut dire, aux politiques, les Van Horn, par exemple, John Torrance, Porteus, Green Shields, c'était tous des gens qui étaient des mécènes, qui avaient un intérêt fouillé, je pense, pour les arts, que ce n'était pas seulement une question de paraître, c'était des gens qui s'intéressaient à ces questions-là. Et la plupart, en fait, ont assisté à quelques réunions au tout début de l'existence du Pen and Pencil Club et sans exception, ils sont partis assez rapidement. Donc, ce n'était pas pour eux ce genre d'organisme. Mais le Pen and Pencil Club a réussi à attirer des artistes comme Brunner, qui était le professeur à l'école de la Art Association, Mondionnet, qui est également professeur au Conseil des arts et manufactures, qui était également membre de l'Académie, tout comme Bremner d'ailleurs. Il y avait Maurice Cullen, il y avait d'autres qu'on associe volontiers, disons, à l'aile plus conservatrice, académique, tout ça, mais dans les années 1890, ce n'était pas du tout des gens qui étaient assis sur une grande carrière. Ce qu'on voit surtout, c'est les architectes. Et ça, je pense qu'ils jouent un rôle très intéressant. J'ai mentionné déjà Ramsey Tracker, mais il y avait également Percy Nobbs, puis il y avait également William Maxwell, pas Edward. C'est aussi qui jouent un rôle stratégique, je pense, dans ce pont entre les artistes qui ne sont pas vraiment portés sur la parole, ils ne sont pas vraiment verbomoteurs, et les écrivains qui, eux, le sont beaucoup. Et les architectes, ils ont aussi des liens avec l'élite montréalaise. Donc, parmi les hommes de lettres, on peut dire, bon, il y avait Leacock qui était membre, Andrew MacPhail qui était animateur de la revue University Magazine, John Murray Gibbon, Sandwell, donc des gens qui ne sont peut-être pas connus aujourd'hui, mais qui étaient bien connus à leur époque. Mais après la guerre, on n'arrive pas à attirer des membres avec le même niveau de reconnaissance sociale. Toujours des peintres, des architectes, intéressés par la littérature plus que des auteurs, c'est-à-dire des professeurs de McGill, par exemple, mais on n'arrive pas à attirer des membres avec le même niveau de reconnaissance sociale. Pire, certains qui commencent à se faire connaître, on voit une vraie lutte. Une des choses quand j'ai commencé à voir ça, je me suis dit, OK, on va essayer de regarder l'âge des gens. Et pour la plupart des membres, j'étais capable de trouver l'âge de naissance, à la date de naissance, et donc de pouvoir calculer l'âge moyen des membres. Ce qu'on constate, c'est qu'entre 1918 et 1933, l'âge moyen des membres augmente de 10 ans. Donc, si c'est un organisme qui était parfaitement en harmonie avec son temps, on penserait que l'âge moyen ne changerait pas. Si, au contraire, c'est un organisme qui est complètement coupé de son temps,
on pourrait penser que l'âge moyen augmenterait de 15 ans. Donc, il reste le petit groupe, la même génération entre eux. Donc, il augmente de 10 ans sur une période de 15 ans. Mais c'est pas, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ce n'est pas les mêmes personnes. Il y a un renouvellement qui se fait pendant cette période-là. Il y a 16 nouveaux membres, mais ils se recrutent parmi la même génération que ceux qui étaient déjà en place. Il y en a, parmi les 16 qui arrivent, il y en a même 6 qui quittent, et c'est précisément pendant ces 15 ans, et c'est les 6 les plus jeunes. Donc, et on peut continuer la recherche. Donc, quelles autres catégories qu'on peut regarder? Puis, bien sûr, là, j'ai regardé la question des femmes. Et une autre catégorie qui est complètement absente, la question des Juifs. Et ce qu'on constate, le membership du Penn and Pencil Club est réservé aux hommes. Il y en aura 2 votes à ce sujet-là. Donc, c'était controversé. Il y en avait des gens qui voulaient que les femmes soient invitées et 2 fois, ça a été battu. Puis à chaque fois, c'est ça. Puis, juste pour dire, il y en a qui pourraient dire, oh, ben, dans le fond, à cette époque-là, c'était un peu normal que ce soit divisé selon les sexes, mais pas du tout. Disons, quand on parle de 1918, là, on parle exactement de l'époque où les femmes obtiennent le droit de vote aux élections fédérales. Puis, on peut penser, par exemple, à la Canadian Authors Association, qui est fondée en 1921. Et c'est entendu que les femmes feront partie du Canadian Authors Association au même titre que les hommes. Il faut dire aussi, si on regarde, par exemple, parmi les peintres, tout le monde connaît le groupe Beaver Hall, où les femmes jouent un rôle important. Et donc, cette question de oh, ben, c'était habituel que ce soit divisé selon les sexes, ce n'est pas du tout vrai. Et donc, eux, ils ont maintenu ça pendant cette période. Sur la question, aucun juif n'est invité à faire partie du Penn and Pencil Club. Et même le Brewer, qu'on connaît, qui était très proche du milieu juif à plusieurs, il était musicien, il était organiste du synagogue de Emmanuel, là, sur la rue Sherbrooke. Il participait plusieurs fois avec des musiciens juifs à certains concerts. Il avait des amis juifs et tout ça. Mais lui-même, il ne proposera jamais un juif pour en faire partie. Et alors que des juifs, et sur le plan littéraire et sur le plan de la peinture, sont en train d'occuper une place de plus en plus importante sur la scène montréalaise à cette époque. Chose intéressante, je ne sais pas si on peut faire un parallèle ou non, il n'y a aucun Américain qui sera invité à en faire partie. Ce sont tous des Canadiens anglais ou des Britanniques, avec le seul ou en revanche, des Canadiens français. Et comme Henri Hébert, comme Ernest, et comme le juge Fabre-Surveilleur. Ce sont tous des hommes qui évoluent dans les 2 cultures. Au terme de cette analyse, qu'est-ce qu'on peut conclure? La réponse, comme la démarche, est double. Conclusion sur Brewer et conclusion sur le milieu culturel. Si on regarde les conclusions sur Brewer, nous voyons l'évolution de ses préoccupations dans la mesure où il se sert du Penn and Pencil Club comme un lieu d'expérimentation. On voit aussi les influences auxquelles il est exposé. On comprend mieux la dynamique dans laquelle il se situe sur des enjeux de son temps, le modernisme, ses rapports aux hommes et aux femmes, ainsi que les modèles culturels des générations qui le possèdent et le suivent. Puis, par les membres qui l'entendent au Penn and Pencil Club, on comprend d'influence et d'amitié. Et ils prennent un certain nombre de musiciens et ceux qui lui va proposer, ce sont 2 profs de McGill, un qui est un prof d'histoire sur le Moyen-Âge, et le Moyen-Âge occupe une place très importante pour lui, et l'autre est un prof, je pense, de chimie, mais qui est également un auteur de romans policiers. Et donc, D.L. Thompson, je pense qu'il s'appelle.
Dans les deux cas, des hommes célibataires aussi, intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur le milieu culturel? On a une hypothèse, en tout cas, des dimensions d'une certaine crise générationnelle et culturelle des années 20. En tout cas, en autant que ça se produit au Pen and Pencil Club. Le modèle culturel en place encore en 1890 et qui a présidé à la naissance du Pen and Pencil Club n'arrive pas à se reproduire à la génération suivante. Il est fondé sur une image de l'homme de lettres, un modèle masculin fondé sur une idée de la masculinité qui n'existe plus, où l'on se réunit entre hommes pour parler des arts et des lettres. Un modèle britannique aussi, ou à tout le moins européen, qui comprend des Canadiens français de la culture européenne. Mais comment comprendre l'absence des Américains et des Juifs? Sont-ils absents pour le même genre de raisons? Les cultures américaines et juives valorisent moins une esthétique aristocratique, hiérarchique. Si on accepte de travailler avec l'hypothèse d'une crise culturelle générationnelle, ça peut nous permettre d'écouter les débats sur la modernité à l'époque avec une oreille plus attentive à certains thèmes, notamment sur la mixité et l'américanité. Plus spécifiquement, par rapport au Club montréalais, cette analyse du Pen and Pencil Club permet d'enrichir notre compréhension des débats culturels au sein de la communauté anglophone. Nous n'avons pas affaire ici avec les milieux que l'on associe plus volontiers aux anglophones, soit les grands mécènes au tournant du siècle, les Drummond, les Allen, les Mahan, etc., ni avec les jeunes hommes et femmes plus contestataires des années 30 et 40, comme Marion et Frank Scott, comme Fred Brantner, A.M. Klein, P.K. Page, Jory Smith. On a une affaire à un autre type de milieu. Donc, sur l'analyse faite sur le Pen and Pencil Club n'est qu'un exemple de l'approche adoptée ici. Il fallait répéter ce genre d'analyse sur plusieurs objets, sur l'Église unitarienne elle-même, sur la loge de Westmount où des francs-maçons, où Brewer était actif et où il accordait une grande importance, et sur la troupe de théâtre Everyman Players qu'il a fondée, etc. Donc, il faut faire ce genre d'analyse un peu partout. Et même sur le répertoire de musique qu'il choisit, qu'est-ce que ça veut dire à cette époque-là, jouer ce genre de musique-là? Où est-ce que ça se situe? Donc, voilà en tout cas un aperçu des pistes méthodologiques explorées dans cette étude. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur.